Et bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation. Aujourd'hui, 22e film d'animation sur lequel on parle. Et aujourd'hui, on va parler de Lou et l'île aux sirènes. Alors, je suis très heureux de faire cette vidéo parce que pour une fois, par rapport à finalement tous les films auxquels on a vu, on va pouvoir faire la globalité. C'est-à-dire que dans les films d'animation que je vous présente, vous voyez bien qu'on a des films un petit peu, je dirais, brutaux, avec Sword of the Stranger, qui est assez violent des fois. On a une série d'animation que je traite, Evangelion, qui nous fait beaucoup réfléchir. Des films beaux et poétiques, comme Mon voisin Totoro. Des films assez bien construits, qui sont assez jolis et bien faits. Des films qui sont plus à des portées adultes, plus forts, avec des messages puissants et d'autres qui sont plus accessibles à des jeunes enfants. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de ce film, Lou et l'île aux sirènes, de cette manière, parce que ce film est exactement le contraire de beaucoup de films qu'on a vus actuellement, c'est-à-dire que c'est un film qui a vraiment une portée un peu, je dirais, entre guillemets, à la Disney, d'un film tout mignon, tout gentil, et qui, malgré cela, a quand même quelques petites questions intéressantes à nous faire passer, mais ça reste un film mignon, gentil, et vraiment un film pour enfants. Et c'est ça qui est important de signaler, dans l'animation japonaise, vous pouvez trouver littéralement tout ce que vous voulez. Et ça, c'est ma conviction, et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mes vidéos, c'est qu'évidemment, l'animation japonaise est accessible à n'importe quel public. Il faut juste trouver ce qui vous convient. Parce qu'évidemment, il y a des choses que vous allez détester, et c'est une chose sûre à 100%, et des choses que vous allez adorer. Et c'est ça ma conviction. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est complètement différent, avec une animation qui est très pour les enfants, avec Lou et l'île aux sirènes de Masaki Yuasa. Alors évidemment, Masaki Yuasa, c'est un gars dans l'animation qui n'est pas inconnu pour beaucoup de monde. On peut noter sa première grande œuvre notable, c'est évidemment son premier film d'animation en tant que réalisateur en 2004 avec Mind Game. Autre série d'animation sportive très connue, Ping Pong en 2014. Le mythique Night is Short, Walk on Girl en 2017, qui sort juste avant Lou et l'île aux sirènes en 2017. En 2018, pardon, Devilman Crybaby, l'animé série d'animation de Masaki Yuasa aussi très mythique. 2019, l'autre film d'animation Ride Your Wave et son dernier film d'animation en date, évidemment, Inuo, que vous avez peut-être entendu parler en 2021. Lou et l'île aux sirènes est donc un film d'animation sorti le 19 mai 2017, la deuxième production de l'histoire de Science Saru, qui est donc un tout jeune studio d'animation qui a été fondé en 2017 avec justement Night is Short, Walk on Girl, qu'on aura l'occasion de reparler de ce film mythique déjà alors qu'il n'est pas si vieux que ça, qui est donc la première production de l'histoire de Science Saru, et donc qui sort à peine quelques mois avant, même pas en fait quelques mois, juste un mois et demi avant Lou et l'île aux sirènes, et c'est bien Masaki Yuasa qui a tenu ces deux projets, qui sont deux longs métrages. Night is Short, Walk on Girl fait à peu près 1 heure et demie. Celui-là, Lou et l'île aux sirènes, fait presque 2 heures, 1 h 52 pour être précis, donc c'est quand même des gros longs métrages, donc ouais. Intéressant quand même, c'est le double projet de Science Saru, qui est donc le studio d'animation producteur de Lou et l'île aux sirènes. À noter aussi qu'en 2017, le film va recevoir le cristal du film d'animation long métrage au festival d'Annecy en 2017 du coup. Le film commence, on est du coup dans un petit village qui est au bord de la mer, qui dépend du coup de beaucoup de la pêche et de l'exploitation de la mer, et on retrouve un jeune garçon qui s'appelle Kai, qui a l'air un peu solitaire, un peu renfermé sur lui-même, mais qui a quand même deux amis très proches de lui, à savoir évidemment Yuo et Kunio, ces deux amis-là. On voit dès le début, dès qu'on retrouve ces trois protagonistes ensemble pour la première fois, on voit un Kai qui est un peu distant, un peu froid, qui a l'air un peu compliqué à aborder, le genre de garçon un peu solitaire. Alors on comprend en fait dans la suite du film que c'est parce qu'il veut exploiter son talent de musicien avec ses amis, mais qui se sent oppressé par son grand-père et son père qui, dans un premier temps en tout cas, ne veulent pas qu'il réalise un peu son rêve et qui veulent en fait simplement qu'il continue l'œuvre familiale qui est tournée autour de la pêche. Alors du coup, notre ami Kai, il se sent pas heureux. Il a l'air complètement abattu et un peu presque fataliste sur ce qu'il va devenir. Cette personnalité va complètement changer après l'arrivée et la rencontre avec la sirène Lou, qui est évidemment celle qui va faire basculer en fait Kai dans une autre dimension.
D'ailleurs, cette première rencontre, elle va aussi se faire à travers l'île mystérieuse sur laquelle Kai est emmené par ses 2 amis Yuo et Kunio. Pendant qu'ils sont en train de faire un peu leur musique et qu'on a, Kai qui hésite vraiment à rejoindre le groupe, qui se dit: «En fait, je suis pas trop intéressé», un peu le mec genre blasé, on va entendre une voix assez magnifique. On ne sait pas trop d'où ça vient dans un premier temps et en fait, Kai va se rendre compte que ça vient d'une espèce de fille qui nage dans la mer. On comprend du coup que c'est une sirène. Et à partir de ce moment-là, Kai va devenir beaucoup plus accessible, beaucoup plus enthousiaste et assez heureux de travailler et de faire partie de ce groupe-là, au plus grand bonheur de Yuo et Kunio. Un tout petit peu plus tard, d'ailleurs, dans le film, Kai va se retrouver seul avec Lou, qui arrive en fait dans sa maison, littéralement dans son garage. Enfin, c'est un espèce de garage où il s'isole avec sa musique. Elle arrive à rentrer par la fenêtre, par les eaux, parce qu'elle arrive à sauter par l'eau, machin, à faire déplacer l'eau. Et ils vont se retrouver nez à nez. Kai va se rendre compte que la musique transforme la queue de Lou en jambes. Il joue avec un peu plusieurs fois. Lou est un peu énervé, enthousiaste, et arrête pas de crier, ce que Kai essaie de la faire un peu taire. Et cette proximité va tout de suite se créer directement entre les 2 protagonistes. Enfin, 2 des protagonistes principaux, parce qu'évidemment, faut pas oublier Yu et Kunio, qui sont quand même assez importants dans l'histoire. On voit que le film est aussi assez gentil par 2 raisons principales. La première, c'est les relations familiales. C'est-à-dire que, voilà, on a notre ami Kai qui vit avec son grand-père et son père, qui le dirige vers reprendre le boulot, mais on apprend tout de suite que la mère, assez facilement, on apprend que la mère de Kai n'est pas là juste parce qu'elle est morte ou elle a disparu. Non, non, elle habite à Tokyo. Elle va bien, elle est à Tokyo. Bon, c'est un peu triste, elle a abandonné sa famille, c'est pas horrible, c'est horrible, mais bon, elle est pas morte. Alors vous me direz, ouais, c'est un détail à con, mais remarquez le nombre de films d'animation japonais où les protagonistes ont perdu leurs parents, un ou deux de leurs parents. Vous remarquerez que sur beaucoup de films dont on a déjà parlé, et pas tous hein, évidemment, hein, mais aussi beaucoup d'autres films sur lesquels on va parler, que ce soit les films de Yasushiro Yoshiura, les films d'Otomo, les films même de Shinkai ou d'autres grands réalisateurs, Miyazaki aussi évidemment, et ben vous remarquerez qu'il y a beaucoup de films, une grosse majeure partie, où le protagoniste principal a perdu ses parents, ou un de ses parents, ou en tout cas sa famille proche. Alors on pourrait se demander pourquoi, ça c'est une excellente question et à vrai dire je ne sais pas pourquoi les Japonais sont autant obstinés par ça. Peut-être que c'est la meilleure façon, la façon la plus facile d'accéder à notre sensibilité, peut-être. Mais on observe que du coup dans ce film c'est pas le cas. Et même pour les personnages et d'autres figures qui ont disparu, comme par exemple la maman du grand-père de Kai, donc son arrière-grand-mère qui a disparu aussi, ainsi que l'amour de jeunesse de la grand-mère folle là, je sais même plus son nom, avec son harpon. À la fin, ils vont retrouver ces deux-là et expliquer qu'en fait, ils sont pas morts, ils sont devenus des sirènes et qu'ils ont été mordus par des sirènes pour devenir une sirène, pour les empêcher de se noyer. C'est ça qu'on voit aussi à la fin du film, c'est que si la mère du grand-père de Kai ne se faisait pas mordre, pardon, elle mourrait. Donc, les sirènes lui ont sauvé la vie, mais l'ont transformée en sirène. Donc on a un film beau, poétique, où finalement personne ne meurt. C'est assez gentil. De telle manière, en fait, que même les méchants de l'histoire, à savoir le père de Yuo qui fait tout ça pour protéger, essayer de retrouver sa fille, bah finalement, même cette figure qui est censée être méchante, elle fait pas trop sérieuse. Et finalement, t'as pas trop de méchants dans cette histoire. T'es pas dans un antagoniste absolu, comme c'est le cas dans la plupart des films d'animation japonais. Ou alors, il y a ce choix, comme certains grands réalisateurs arrivent à le faire, de ne pas mettre de figure d'antagoniste, ou d'en mettre un, mais de nuancer ça avec un héros, un protagoniste qui est peut-être pas super propre sur ses mains. C'est le cas par exemple de Princesse Mononoke pour Hayao Miyazaki. Mais là on parle d'un très haut niveau et c'est pas donné forcément à tous les gens. Donc Masashi Yuasa, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il est incroyable ce gars. Avec ses dessins ultra épurés, et c'est ça la seconde raison que je voulais dire tout à l'heure, que c'est un film accessible, ses dessins aux enfants, pardon, que c'est un film qui est super gentil, super sympa, où il n'y a rien d'horrible qui se passe, même le père de Lou, qui est un espèce de requin géant, habillé en costard bizarre,
ça fait super gentil. Et même quand il vient sauver sa fille avec des flammes partout, ça reste calme. Moi, honnêtement, je me suis bien marré. Et avec ses dessins, avec ses jambes qui bougent dans tous les sens et ses dessins qui sont complètement déformés par rapport au corps des personnages, c'est drôle ça. Même si on pourrait dire que c'est pas réaliste, c'est pas bien dessiné, mais ça fait partie du charme et de la beauté des films de Yuasa. Et Yuasa, il arrive à nous éblouir grâce à ça, grâce à ses dessins aussi particuliers et uniques. Et c'est pour ça que ces films sont aussi emblématiques. On parlait du film de 2017 également de Yuasa, qui est donc Night is Short, Walk on Girl. Celui-là aussi, il est extrêmement décalé sur son animation et sur sa façon d'exprimer son histoire et cette histoire de romance qui est en fait derrière ce récit. C'est une façon tellement bizarre et non conventionnelle de parler de ce genre d'histoire que dans un premier temps, on est un peu sceptique, mais à la fin, on se laisse embarquer. Et c'est aussi le cas de Inuo qui est sorti récemment en 2021. On reparlera de Ride Your Wave aussi, qui est peut-être un petit peu plus sérieux, qui est peut-être le film le plus sérieux du USA. Et du côté de Mind Game, là c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais là aussi on reparlera de Mind Game qui est très 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 bizarre. Mais on a vraiment, depuis Mind Game, mais en fait dans le style de USA, une volonté de montrer une vie gentille, simple, mais avec des vraies questions derrière, dans un style complètement décalé. Et c'est ça qui est drôle avec USA, c'est qu'il ne faut pas essayer de rentrer dans la conformité des choses. Parce que si vous restez conformiste à ce que vous connaissez dans l'animation japonaise, vous allez être complètement frappé et déboussolé en fait par USA. C'est bien pour ça que USA est un très grand réalisateur, c'est qu'il a réussi à créer un style qui lui appartient à lui et qui ne ressemble à aucun autre. Et c'est ça qui est formidable avec USA. Et c'est pour ça que ce réalisateur, honnêtement, je l'admire beaucoup, parce qu'il est franchement... Franchement, on peut l'applaudir juste pour ça. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le style de Yuasa en général. Et ça se voit donc que ce soit dans les dialogues et dans l'ambiance générale des films, mais aussi dans ses dessins. Évidemment, son ambiance s'accorde avec ses thèmes. Et c'est ça qui est important, parce que ça, c'est la base de tout film d'animation réussi. Il faut que ton ambiance générale des thématiques s'accorde avec l'ambiance générale des mouvements et de l'animation. C'est-à-dire que quand tu veux faire un truc de fuite ou de combat, il y a des plans spéciaux de course dans des flammes, par exemple, comme on l'a vu dans Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki tout récemment. Magnifique scène au début où le héros court dans ses flammes au milieu de la guerre. Ça, par exemple, ça c'est de la très bonne réalisation. Ou alors des plans plus lointains ou plus obscurs pour des scènes de tristesse. Ça, c'est la base. Et ça se retrouve dans le cinéma, évidemment. C'est pas anecdotique. Et évidemment, USA répond parfaitement au style auquel il correspond. Et donc, ça a l'air tout con, ce que je dis. Mais c'est la base pour réussir un film d'animation. Et c'est aussi la base pour réussir un film tout court, en soi. Donc ça, faut applaudir USA pour ça. Ce que j'ai noté aussi d'assez bizarre dans ce film, c'est la relation que Kai a avec Lou. Moi, je trouve ça vraiment pas clair. Et c'est peut-être une petite chose qui m'a un petit peu chiffonné dans cette histoire, c'est la relation que Kai a avec Lou. Parce que dans le début, il y a un moment où il va passer toute la nuit avec Lou, ils vont se balader dans la ville. Ok, jusqu'ici tout va bien. Mais il lui achète à manger. Il la protège. Lou se réfugie vers le ventre de Kai pour se protéger. Kai lui apprend des trucs, lui dit des choses, la rassure. En fait, Kai est en train de se comporter comme un grand frère. Et moi, c'est comme ça que je l'ai noté à ce moment-là dans cette nuit. Quand j'ai pris les notes, parce que moi, je prends évidemment les notes sur des éléments basiques. Comme ça, dès que je ressens quelque chose, je note dans l'ordre du film. Je me pose pas des questions sur la fin du film. Je pose des questions par rapport à ce que je vois maintenant tout de suite. Et après, je fais la synthèse de ce que j'ai vu. Donc là, j'ai vu une relation vraiment fraternelle. Une protection vraiment ultra forte. Ensuite, on a le passage où Kai se retrouve sous l'eau. Et il est presque gêné d'avoir une proximité physique avec Lou. Ce qui fait plus penser à une relation amoureuse. Et là, j'ai envie de dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai vu cette scène, j'ai un petit tité dans ma tête. Donc j'étais un peu en mode, attends. Je me repassais les images que j'avais vues il y a même pas 10 minutes, un quart d'heure peut-être, et je me disais, mais ça colle pas du tout en fait. Et à la fin du film, après tous les événements de la montée des eaux, machin, et que tout est bien qui finit bien, et qu'on nettoie la ville, et qu'on empêche les gens de se noyer, et tout le monde est heureux,
Là, on a vraiment une proximité plus amicale entre Lou et Kai. Pour un groupe des 4 amis, entre évidemment Yuo, Kunio, Kai et Lou, avec le père requin qui est derrière. Donc, fraternel, amoureux ou amical? Alors, et là, j'ai envie de dire, les 3 sont là. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai vu cette fin qui me faisait plus penser à une amitié, est-ce que c'est pas volontaire de la part de USA d'avoir mis les 3? Parce qu'évidemment, les 3 qu'on a, c'est les 3 relations de base, qui sont des relations qui peuvent être tout autant fortes les unes que les autres, mais qu'on ne doit absolument pas mélanger. Et ça s'observe évidemment dans la réalité. Évidemment, l'amour que vous portez pour votre famille, parce que quand je dis frère-sœur, c'est aussi valable pour la famille, que celui que vous avez avec votre amour, l'amour dans le sens premier, et avec vos amis, n'est évidemment pas du tout la même chose. Mais là, bizarrement, USA essaie de les mélanger. Alors, c'est vrai que c'est perturbant, et du coup, le bilan, le lien entre Kai et Lou reste très flou, et on ne sait pas du tout quelle est la nature réelle de la relation entre ces deux protagonistes. On n'en a aucune idée, et le film nous laisse en fait dans ce blanc-là, parce qu'on a l'impression, moi j'ai eu cette impression qu'il y a eu les 3 présents. Alors, soit c'est pour une façon de Yuasa de dire voilà les relations humaines, je les explore toutes, et je vous laisse un peu patauger dans votre truc et vous en tirez la conclusion que vous voulez. Soit c'est pour montrer justement l'incertitude et la construction en fait de Kai, qui, on le rappelle, au début était assez fermé, puis après c'est réouvert avec l'apparition de Lou, et après c'est refermé quand le succès a commencé à monter. Et que Kai a compris que son groupe qu'il avait formé avec Yuo et Kunio était en fait juste un produit marketing. Ce qui ne l'a pas beaucoup plu, c'est pour ça qu'il s'est renfermé sur lui-même, encore une fois. Donc cette évolution, cette instabilité dans les relations et dans les liens que Kai a aussi, et c'est pareil avec son père hein, d'ailleurs, son père aussi va changer de comportement à la fin du film, il y a beaucoup d'instabilité en fait dans le comportement de tous ces personnages. Donc finalement, en termes de relations fortes qu'il y a entre les personnages, on peut juste dire qu'il y a des relations fortes, mais on peut pas dire de quelle nature, c'est trop pas clair. Donc finalement, la fin du film nous fait plutôt suggérer que Lou s'intègre en tant qu'ami avec Kai sur le groupe qui existe entre Yuo et Kunio. Parce que le lien entre Yuo, Kunio et Kai, l'amitié pure, au début. Mais après, on se rend compte qu'en fait, Yuo et Kunio, ils se kiffent bien, et ils sont bien amoureux l'un de l'autre. Donc, d'un point de vue relationnel, j'ai le bilan de ce film que j'arrive pas à en tirer cette conclusion. Quel est le lien entre Kai et Lou? Quel est le lien entre Yuo et Kunio? Parce qu'au début, c'est amitié, mais après, ça devient amour. Alors que peut-être que Kai et Lou, c'est fraternel, puis amour, puis amitié. Donc, on ne sait pas et on peut pas en tirer vraiment de conclusion. Le film nous laisse un peu peut-être sur notre faim sur les points de vue relationnels. Peut-être parce que Yuasa n'avait pas du tout en fait envie de parler de ça. Et que les histoires d'amour dans ce film, en fait, pas envie. Et c'est fait pas partie des thèmes du film. Le film ne tourne pas du tout autour de ça. D'ailleurs, le lien entre Yuo et Kunio, même si on comprend que Kunio, il aime bien Yuo, on va pas plus loin. On n'explique pas et on s'en fout, en fait. C'est pas un problème. Et aussi, dans ces relations, il y a aussi le point de vue qui change entre les différents personnages. Mais là, je parle plutôt du point de vue global. C'est-à-dire qu'on a vraiment au début aussi des personnages qui sont assez réticents à l'idée d'avoir des sirènes, puis après ils sont assez séduits lors de la démonstration de danse sur la plage, ils en organisent tout un festival et il y a la sirène et tout va bien. On est content, mais on est presque surpris que ce soit une vraie sirène. Donc les gens ils sont pas trop clairs dans leurs pensées. Puis après des événements bizarres, notamment par le fait qu'il y a des poissons morts qui ont été mangés par des chiens, par les chiens sirènes. Oui, ce film est totalement normal, hein, vous inquiétez pas. Après avoir été mangé par les chiens sirènes, les poissons qui n'ont plus de peau, qui sont plus qu'un squelette, arrivent à se déplacer tout seuls en marchant sur la route. Donc évidemment, c'est des événements un petit peu étranges, et les gens commencent à douter aussi de la bonne volonté de la sirène. De plus, Yu qui disparaît mystérieusement, alors qu'en fait elle était juste chez la spiqueuse de la ville, eh bien on panique et on a enfermé Lou. Et on a essayé de la brûler, parce qu'elle disait pas ce qu'elle avait fait du Yuo. Mais Lou, évidemment, rien fait du tout à Yuo. Et c'est là que le père de Lou, le requin géant là, il intervient, il s'énerve, ça brûle un peu tout et on les enferme tous les deux. Ça fait monter évidemment les eaux après et ça devient le bordel et tout le monde sauve tout le monde. Après,
Tout est bien qui finit bien, avec Lou et son papa qui vont sauver les autres habitants de la ville qui sont enfermés dans les maisons qui sont en train de se faire noyer, sous l'impulsion de la musique de Kai, qui vient aider à tout ça à la fin. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Les méchants, entre guillemets, qui ont essayé d'enfermer Lou, et puis aussi son papa, donc le requin, sont en train de nager et sont un peu punis de manière gentille, à juste être jetés vers une bouée à la nage. Voilà, c'est pas une punition très méchante, quoi. Et le film se termine un peu comme ça, dans cette idée, justement, que je disais tout à l'heure, d'amitié entre Yuo, Kunio, Kai et Lou, avec ce groupe de musique potentiel qui va se créer après. Mais on a aussi la scène finale où Kai émet un peu de réserve et qui dit à son père, je vais me concentrer sur mes études, mais je vais faire un peu ça, je vais essayer d'aller à Tokyo. Le groupe, on sait pas trop si ça va tenir plus longtemps que ça. Le film nous laisse aussi là, sur cette question aussi, si est-ce que ce groupe d'amis va retrouver Lou. On peut penser que oui. L'histoire reste assez fermée parce qu'il y a aussi cette volonté à la fin de séparation des mondes, où c'est vrai que ça a presque tourné, parti un peu en couille avec des gens qui se noyaient un peu partout. Mais finalement, il n'y a pas eu de mort, parce que c'est un film tout mignon et tout gentil. Mais voilà, il y a eu presque cette catastrophe, du coup, il y a un peu cette fermeture des mondes. Mais dans la dernière scène, où les trois amis marchent ensemble au bord du port, eh bien, on voit encore Lou qui saute dans la mer derrière eux. Ce qui peut suggérer qu'évidemment, il va y avoir une nouvelle rencontre, et que peut-être que ce groupe de musique qu'ils ont formé va se recréer, et que ça va continuer ainsi. Et on peut suggérer plein de choses à la suite de l'histoire. Après, est-ce que Kai va aller retrouver aussi sa maman à Tokyo comme il a prévu de le faire, comme il le dit qu'il va le faire à la fin du film? Mystère, on ne sait pas, le film se termine comme ça avec le générique, et puis voilà. Donc, bilan. Alors, le bilan de ce film est assez compliqué à faire, parce que comme je dis, c'est vraiment un film tout gentil, tout mignon. Et c'est vrai que ça change pas mal par rapport aux autres films dont on a parlé, qui sont plus axés aussi sur la bagarre, ou quand c'est pas le cas, sur des réflexions un peu plus profondes. Je vous rappelle qu'on a commencé cette série de vidéos sur Millennium Actress, qui est franchement pas très marrant. En même temps, on a commencé avec un film de Satoshi Kon, qui est pas le plus rigolo, je dirais, de l'animation japonaise, ça c'est une certitude. Mais voilà, là on change un peu d'ambiance avec Yuasa. Mais c'est vrai que il y a d'autres réalisateurs qui font des films assez mignons, assez gentils, aux premiers abords, mais que finalement ça tourne un peu au vinaigre. Je pense notamment à Yasushiro Yoshiura, qui semble tout mignon avec son dernier film A Sing a Bit of Harmony, qui est sorti en 2021. Celui-là, j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que je suis fan de ce film, qui a l'air tout gentil, tout mignon, mais qui finalement développe des questions vraiment très sérieuses. Ça a été le cas aussi de Patema et le monde inversé, qui a une portée philosophique énorme pour rester dans Yasushiro Yoshiura. Keiichi Hara aussi nous a fait ça avec Un été avec Ko. Et on pourrait continuer beaucoup avec Sunao Katabuchi, avec Dans un recoin de ce monde, là, qui est juste derrière moi. Et évidemment, bon, bah, il y a des films comme par exemple évidemment Memories ou Akira, bon là, sont des films extrêmement brutaux et qui sont faits pour nous donner l'envie de réfléchir. Mais c'est vrai qu'un Dans un recoin de ce monde a l'air tout gentil, tout mignon, mais en fait, assez rapidement dans le film, on se fait défoncer. C'est pour ça qu'on a cette attente en fait dans l'animation japonaise, comme un film comme Lou et l'île aux sirènes, que ça va finalement partir en couille à un moment ou un autre. Mais en fait, pas du tout. Et le film reste mignon et dans son ambiance. Mais parce que le style de dessin de Yuasa permet ce genre de film. Et c'est pour ça que Yuasa est peut-être un réalisateur unique et a vraiment à souligner dans sa performance. Parce que il nous a fait des films qui sont peut-être pas tout à fait en raccord avec ce qu'on fait d'habitude dans l'animation japonaise, long métrage, mais il a sa propre personnalité et a su créer des histoires intéressantes malgré tout, avec des films assez beaux, gentils, ok, mais très bien écrits et assez sympas à regarder. Donc c'est un style différent. Et je dirais que peut-être un film comme Lou et l'île aux sirènes, alors il y en a, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres de Yuasa, mais il y en a aussi d'autres réalisateurs qui sont peut-être pas mal aussi. Mais je dirais que peut-être Lou et l'île aux sirènes est peut-être l'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années pour essayer de faire la transition entre l'animation américaine de Disney et l'animation japonaise générale.
Alors évidemment, je sais ce que vous allez me dire. Oui, limiter toute l'animation américaine à Disney, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Oui, mais limiter l'animation japonaise à une seule entité, c'est difficile aussi. Oui, c'est même impossible, hein, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'ambiance générale des films d'animation japonais, et ça s'est vu bah, par exemple par Les Orphelins, les thématiques sérieuses ou d'autres choses vraiment pas très rigolotes qui interviennent souvent dans les films d'animation japonais, Lou et l'île aux sirènes divergent complètement là-dessus, mais se rapprochent quand même un petit peu des idées à la Disney, mais quand même se raccrochent à certains concepts de l'animation japonaise, comme par exemple l'histoire développée et les retournements un peu de situations bizarres entre les différents personnages qui peuvent devenir extrêmement malheureux et froids, des fois, comme Kai le fut dans ce film. Après, ça nous crée un peu des trucs assez pas clairs. Ce mélange-là nous crée des choses pas claires entre la nature des relations, notamment entre Kai et Lou, qui pour moi est le défaut principal de ce film. C'est qu'on ne sait pas vraiment les relations entre les différents personnages. On n'a pas suffisamment de clarté et c'est peut-être le point négatif principal de film Lou et l'île aux sirènes. Donc, ce film, je le recommande. Et si vous ne connaissez pas du tout l'animation japonaise, vous n'êtes vraiment pas un grand amateur, vous connaissez pas grand-chose, peut-être que Lou et l'île aux sirènes est une autre approche de l'animation japonaise, comme le l'est aussi certains films du studio Ghibli. Et pour moi, Lou et l'île aux sirènes est une parfaite approche, comme le studio Ghibli, de l'animation japonaise, mais aussi d'autres réalisateurs, hein, comme je dis, comme par exemple Shinkai, qui est aussi une très belle approche de l'animation japonaise. Même si Shinkai, lui, au même titre que Ghibli, va poser vraiment aussi des questions intéressantes. C'est vrai qu'un Princesse Mononoke ou un Voyage de Chihiro, ou pour Shinkai, un film comme Suzume ou comme Les Enfants du Temps, c'est peut-être pas le meilleur pour la transition. Lou et l'île aux sirènes est peut-être encore plus proche de l'ambiance Disney et peut-être même une meilleure transition que, que l'est le studio Ghibli ou Shinkai. Ça, c'est mon avis, et c'est pour ça que je recommande ce film à tous les gens qui ont envie de découvrir l'animation japonaise long métrage, qui ne connaissent pas bien. Mais c'est vrai que après, faut pas s'attendre à une représentation majoritaire de ce genre de film dans l'animation japonaise. C'est pas du tout le cas, hein. Les films dans l'animation japonaise, c'est pas trop dans cette ambiance-là, mais ça peut être la première étape d'un processus de changement. Alors c'est un peu des trucs de conversion un peu extrêmes, mais si vous avez envie de vous faire tenter par ce changement, Lou et l'île aux sirènes est peut-être la première étape avant le studio Ghibli, et le studio Ghibli est l'étape supérieure avant d'atteindre les films peut-être à portée beaucoup plus forte et puissante, comme les films de Otomo, de Ochi, ou de Satoshi Kon, ou d'autres réalisateurs encore. Voilà, je vais en terminer pour sur cette vidéo, du coup, une vidéo qui m'a beaucoup plu à faire, hein, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine hein, pour les films résumés, on va dire, et ajouts de scènes des films Evangelion. Donc, c'est-à-dire Death and Rebirth, Destro et Destro Carré, on parlera des 3 versions. On fera des petites mentions d'autres petits extraits qui ont été rajoutés dans les Director's Cut. On parle pas du coup de The End of Evangelion encore. The End of Evangelion, ce sera dans 3 semaines, évidemment. Mais avant cela, évidemment, dans 2 semaines, il y aura la 23e vidéo sur un film d'animation japonais que je vais un peu, évidemment, teaser la semaine prochaine après la vidéo sur Evangelion. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.